on a le plaisir de recevoir Bilal Hassani. Merci d'être avec nous, Bilal. Alors, Bilal, fils adoptif de Émilie Mazoyer. Exactement. Alors, en plus, vous parlez... Je l'aime tant. J'aime tant cet artiste. Mais moi aussi. Alors, dites-moi pourquoi vous l'aimez tant. Je l'aime parce qu'il a énormément de talent, parce que malgré le côté alors qu'on peut ressentir tout de suite à l'écoute de ses chansons, où on se dit « Ah oui, c'est quelque chose de très à la mode, très produit, etc. » En fait, si on déshabille toutes les chansons de Bilal Hassani, et il en est à l'origine à chaque fois des paroles et de la musique, eh bien ça tient par exemple en guitare-voix. C'est quelqu'un qui a une grande musicalité, un grand sens de la mélodie, et ça fait partie des artistes qui ont un plan dans leur tête. Bilal, vous avez un plan dans la tête? J'ai un plan machiavélique de domination du monde. Mais oui, depuis tout petit, j'imagine ma carrière assez précisément, et pour l'instant, tout se passe à merveille. Ouais, La politique Non. Après. Jamais. Pourquoi vous dites jamais? Ça se trouve, un jour, on vous demandera de prendre en charge une mission culturelle auprès de l'État dans 20-30 ans? Oui, en réalité, je pourrais un petit peu mettre le pied dedans, mais jamais trop. Ouais. Parce que c'est vrai qu'il y a des causes que je soutiens, et notamment le harcèlement scolaire, et je travaille déjà un petit peu avec le gouvernement. Alors justement, on va en parler. Bon, d'abord, je voudrais quand même montrer cet album, le deuxième, qui est pensé un peu comme un opéra rock. Oui. Et qui s'appelle Contre-soirée, disponible depuis le 6 novembre. Et moi, je trouve que c'est pas sympa du tout, de votre part, Bilal, de nous donner envie de danser comme en boîte de nuit alors qu'on est tous coincés à la maison. Ouais. C'est vrai que c'est pas bien, mais il s'appelle Contre-soirée pour une raison. Les contre-soirées, c'est dans les chambres, c'est dans les cuisines, c'est dans les salles de bain, c'est ces moments un petit peu plus seuls. Et je veux que les gens puissent s'ambiancer, puissent danser, puissent s'amuser sur l'album sans nécessairement être dans une boîte de nuit. Et ça marche plutôt pas mal. Comment est-ce que vous vous ambiancez, vous, tout seul, quand vous êtes tout seul? Ça m'arrive très souvent, je vais mettre mes écouteurs et on va pas trop comprendre ce qui se passe. J'écoute la musique à fond dans ma chambre et... Vous avez un miroir dans votre chambre? Non. Vous dansez pas devant un miroir? Non, je suis pas très miroir. J'ai un miroir dans mon salon juste avant de sortir pour bien vérifier que j'ai pas oublié mes chaussettes ou un truc comme ça. Mais vous n'êtes pas de cette génération d'ados, enfin c'est une génération perpétuelle d'ailleurs, qui a un miroir dans sa chambre et qui prend un balai pour faire guitare électrique ou micro. David a visiblement toujours un Je le miroir dans fais sa chambre. encore. Je le fais encore. J'aimerais voir. Non. Mais oui, non, j'ai pas de miroir. Non, mais vraiment, j'ai pas de miroir dans ma chambre. Mais peut-être que je vais investir dans un petit miroir, ça, je vais faire des shows. La dernière fois que vous étiez sur ce plateau, c'était il y a 1 an et demi. Vous sortiez de l'Eurovision, 182 millions de téléspectateurs. Je le rappelle. Oui, c'est vertigineux quand même. Ouais. Aujourd'hui, vous avez 21 ans. Qu'est-ce qui a changé pendant cette année et demie qui s'est écoulée? Beaucoup de choses ont changé. J'ai avancé dans ma carrière. J'ai pu faire une tournée, remplir un Olympia, gagner des prix. Donc voilà, là où je me pensais peut-être mort après la malédiction de l'Eurovision, ça s'est plutôt bien passé. Vous avez eu un coup de mou après l'Eurovision? J'ai eu peur un petit peu. Je me suis dit, oh là là, j'ai fait l'Eurovision. En France, il y a ce truc des fois où on va moins donner la parole à l'artiste qui vient de le faire. Et j'ai quand même travaillé, j'ai continué de travailler. Ça s'est très bien passé, donc je suis content. J'ai mûri, j'ai emménagé seule. Et, vous n'êtes plus avec votre maman? Non, on travaille toujours ensemble, donc on se voit tous les jours. Mais maintenant, quand on va se coucher le soir, on ne parle plus de travail parce qu'on est chacun chez soi. Mais qui vous raconte une histoire alors pour vous endormir? C'est malheureusement mon téléphone. Est-ce que vous avez gagné des sous? C'est important. Moi, je ne la poserai pas à quelqu'un de très âgé ou de très long dans la carrière, mais un jeune qui s'installe dans la vie, qui démarre. Ça correspond finalement à vos besoins? Vous gagnez votre vie? Oui, je gagne ma vie, oui, ça se passe bien. Heureusement, j'ai commencé à être exposée avec les réseaux sociaux, donc du coup avec ma chaîne YouTube, avec mon compte Instagram, etc. Et donc j'ai pu prendre un petit peu de sous comme ça. Et ce qui est cool avec cet argent-là, c'est que je peux et c'est ce que je fais tout le temps, je le réinjecte du coup dans ma musique, dans mes clips, etc. Donc les gens se demandent des fois, mais d'où vient l'argent de ces gros clips et tout? Il vient du coup de l'influence. Donc vous êtes aussi un gestionnaire? Exactement. C'est vous qui gérez vos comptes? Je gère pas mes comptes, non. Ah. Je n'aime pas trop parler ou penser à l'argent. C'est des choses qui me stressent. Donc ma mère gère tout ça avec mon grand frère. C'est une affaire de famille. On va écouter un de vos singles. Ça s'appelle Fais le vide. Fais le vide, on ne part pas. Fais le vide, fais-le comme ça. Majeur en l'air, une bouffée d'air. Tu traces comme s'il n'y avait que toi. Fais le vide, ne les écoute pas. Ceux qui parlent et qui n'avancent pas. Ferme les yeux et danse dans le vent.
David, je vous ai déjà parti en Mais discothèque. ce jeune homme est une source de curiosité pour moi perpétuelle, parce Oui, que évidemment, pas que pour vous, d'ailleurs. Je me sens très différent, moi aussi. Et on ne vous reconnaît pas d'un clip à l'autre, et ça me fait penser à Lady Gaga, qui, à chaque fois que je l'ai vue dans tous ses emplois, je ne la reconnaissais pas. Au cinéma, c'était une autre femme, dans ses clips, c'était une autre femme, et elle était toujours différente. Est-ce que c'est quelque chose que vous recherchez, d'être différent à chaque fois? À la limite, demain, vous sortez dans la rue avec une casquette, on ne vous reconnaît pas. Malheureusement, si, on me reconnaît aussi avec une casquette. Mais c'est vrai que j'aime bien changer de look souvent parce que j'accompagne mon album, donc chaque projet que je vais faire, avec une identité visuelle donc qui évolue. Et sur cet album-là, avant de rentrer dans la promotion et dans le tournage des clips, quand on a fini de faire les chansons, on s'est vraiment assis avec toute une équipe pour discuter de l'identité visuelle, de à quoi j'allais ressembler, à quoi allaient ressembler les logos, à quoi allaient ressembler mes cheveux, tout le long de cette ère. Et donc, quand on va passer au prochain album, on est déjà même en train d'en discuter en ce moment même. Il est en cours d'écriture, le 3e album? Il est en préparation, on a déjà bien avancé. J'ai beaucoup de mal à dormir, j'aime bien être occupée. Mais du coup, là, on est en train de penser à complètement autre chose et vous allez encore une fois me reconnaître. Vous êtes hyperactif. Je ne suis pas diagnostiqué hyperactif, mais oui, j'aime vivre et j'aime agir. Vous avez fait des tests de QI, enfant, ou pas? Non, ma mère a voulu éviter ça pour moi parce qu'elle avait pas envie que je me retrouve dans une classe. Parce que vous étiez hyper en avance. Oui, ben, on a voulu me faire sauter des classes tous les ans et ma mère voulait pas. Elle voulait que j'ai un cercle social stable et... Finalement, vous sautez des étapes, mais après avoir... Dans la vie, après, voilà, exactement. Voilà, ça allait un petit peu vite. Est-ce que vous faites le vide, comme dans la chanson, régulièrement? Est-ce que vous avez besoin de virer des vêtements, des amis, des petits amis? Est-ce que vous avez besoin de nouveautés? Les petits amis, oui, je les vire, j'adore. Mais les amis, Vous me demandez pourquoi j'aime ce garçon? Mais oui, c'est génial, parce que c'est nul. Mais mes amis, non. Mon cercle, non. Après, oui, j'aime bien faire le vide dans ma tête. J'aime bien souvent me remettre en question, analyser un petit peu le bien et le mal que je fais sur Terre et grandir. Je grandis comme ça et c'est ce que j'appelle à faire avec ce morceau-là. Et je sais que je parle à une plus jeune génération. Et qu'ils écoutent mes chansons, qu'ils écoutent les paroles et j'essaie de les influencer en Et quand bien. vous faites la balance entre le bien et le mal que vous faites sur Terre, vous avez l'impression que vous vous situez où? Je pense que je suis une bonne personne, point d'interrogation. Je pourrais jamais m'appuyer dessus, mais Vous avez un bon bilan carbone? ça va, ça se passe bien. En ce moment. C'est là, hein. Comment s'appelle votre perruque aujourd'hui? Elle s'appelle Gabi comme mon coiffeur, parce que je lui ai volé celle-ci. Elle Ah était bon à lui avant. C'est vrai? C'est une perruque collée, hein. Ça fait partie de ces nouvelles perruques qu'on se colle comme ça sur le front, Vous et êtes qui vraiment s'envolent informé. pas. Mais parce que je connais les techniques. Ouais. Mais attendez, je suis chauve, moi, donc je suis en train d'instruire. Ça fait 10 ans que j'instruis laquelle je vais choisir, et je ne sais jamais, quoi. Et il y en a des très bonnes pour hommes, des coupes garçons, des trucs comme ça qui se mettent même juste ici. En kippa, quoi. Ouais, voilà. Ouais, voilà. Et qui font vraiment bien le taf. Mais oui, elles sont collées. Je sens ça qu'on va m'intéresse. avoir un tout nouveau David lundi prochain. Ça va être... C'est pas impossible. J'ai une question sérieuse. L'album s'appelle Contre-soirée. Tout le monde ne sait pas ce que c'est qu'une contre-soirée. Bah, vous Une l'avez un contre- petit peu dit quand même. Oui, mais pour bien préciser, les contre-soirées, c'est les fêtes dans les fêtes. C'est ce moment où on va s'isoler avec ses meilleurs potes quand on est dans un lieu où il y a trop de monde et qu'on va vivre notre expérience, donc dans une chambre, dans une buanderie des fois. Et Une salle de bain, une Bilal. salle de bain. C'est très très bien. C'est à ce moment-là que les parents découvrent qu'on leur a fauché des eaux de toilette ou qu'on a tout fouillé dans leurs affaires, etc. Exactement, et c'est là que les gens volent la bague de la maman. Voler, pas nécessairement. Cassent le vase. Pas voler. dans Non, les jeunes sont contre-soirées. sympas. Les contre-soirées, qu'est-ce que vous en pensez de ces soirées un peu sauvages qui rappellent la prohibition que vous n'avez pas connue? Nous Mais non c'est plus, des d'ailleurs. soirées. Oui, des non soirées- plus, merci. Oui, des soirées sauvages. Il y a des descentes de flics, etc. Parce que les gens ont envie de s'amuser. Pendant et, le Covid, ils du font coup. des conneries. Ah bah oui, Oui. pendant le Covid. Oui, non, je suis pas spécialement pour. Je trouve que c'est un petit peu agaçant d'imaginer que les gens continuent de sortir malgré la situation actuelle. C'est tentant des fois parce que moi j'ai beaucoup de gens dans mon entourage qui sont des artistes et qui sont un petit peu On vous en a proposé, vous n'êtes pas allé. Tout le temps, on m'en a proposé plein des choses. Vous pouvez dénoncer les gens, là? Vous avez les noms? Des noms. Non, je vais pas donner de nom. Je vais pas donner de nom. Mais parce que je les punis. Je leur dis direct, non, ne fais pas ça. Mais du coup, je trouve
Après, bon, moi je vis dans un immeuble où j'ai d'autres amis qui vivent dans le même immeuble que moi. Donc on fait les confinements ensemble. Et donc quand je suis en train de leur dire, elle va pas faire une fête clandestine, ils me disent, oui, mais toi c'est simple, vous êtes 6, donc bon, vous pouvez faire vos petites soirées entre vous. Et c'est vrai qu'on les fait des fois. Vous avez passé une étape aussi, je trouve, dans l'écriture. Je pense à la chanson Eros, qui est assez sexe, assez taurine. Ouais. Je me suis dit, tiens, Bilal s'affranchit de certaines choses. Mais il a 21 ans quand même. Quand même. Certes, mais il fallait passer le cap, Il peut-être. fallait bien que je le fasse un jour, et c'est vrai que j'avais très très peur, notamment du fait que ma mère est ma manager, et donc il fallait qu'elle écoute les morceaux avant que l'album sorte. Et alors? Mais j'avais envie parce que ça fait partie de ma vie aussi, et que je savais que je pouvais le faire élégamment et que ça allait pas choquer du coup les plus jeunes. J'ai beaucoup aimé les chansons à double entendre que j'écoutais quand j'étais petit et que j'ai compris quand j'ai grandi. Et donc je sais qu'il y en a qui sont très jeunes qui écoutent mes chansons, qui n'ont pas du tout compris le sens de Eros pour l'instant. Et quand ils auront 16, 17, 20 ans, 21 ans, ils comprendront, ils diront ah, ils la réécouteront. Donc tout fait partie de cette stratégie de domination mondiale. C'est un plan sur 20 ans. Oui, c'est ça. C'est un 20 ans, voire 40 ans. Voire 40. Alors, c'est un album hyper festif. Il y a quand même un sujet très dur que vous abordez, dont on a parlé tout à l'heure, qui est celui du harcèlement. On va écouter le clip qui s'appelle Tom. Je voudrais t'ouvrir mes bras, je te demanderai pourquoi. Je te dirai de pas poser de questions ce soir. Je veux chanter ton nom, je voudrais t'ouvrir mes bras. De qui ça ira? Je repense à ce petit garçon dont personne ne connaissait le nom. Bon, Tom, c'est vous, petit garçon? C'est un peu moi, c'est un peu aussi des personnes dans mon public, des gens que j'ai rencontrés en tournée, en dédicace et qui m'ont beaucoup parlé de leur souffrance face au harcèlement scolaire et du fait que c'était très très dur. Et donc c'est devenu ma mission dès le début de la création de Contre-soirée d'avoir un morceau qui parlait de ça. Maintenant, j'avais pas envie de faire un titre où j'allais dénoncer quelque chose ou m'appuyer sur les harceleurs et leur dire... et parler de drame, j'avais envie surtout de me concentrer sur les harcelés, sur les personnes qui souffrent du coup du harcèlement scolaire et les soutenir dans cette chanson. C'est ça qui est fort, oui, dans cette chanson, c'est que Bilal parle à ceux qui ont besoin qu'on leur parle. Alors les harceleurs aussi ont sans doute besoin qu'on leur parle différemment, ils changent leur attitude. Mais je trouvais que c'était très chouette. Et du coup, c'est pas donneur de leçons, c'est juste donner de la force, quoi. Donner de la force, oui. Ouais. Et il y a beaucoup de personnes qui m'ont remercié pour ce morceau et ça me touche. Alors, en quoi vous soutenez une action publique? C'est-à-dire que vous le faites à votre façon ou vous êtes en lien avec Emmanuel Macron? Du coup, j'ai commencé à discuter un petit peu avec le gouvernement avant que le morceau sorte et avant qu'il brille un petit peu. Je leur en avais parlé, j'avais dit que j'aimerais bien lancer des missions parce que qui exactement? Au gouvernement, donc du coup à Monsieur Blanquer et ministre de l'Éducation nationale. Et du coup, on a essayé de lancer des choses. Ça ne s'est pas lancé tout de suite parce que moi, du coup, j'aimerais lancer des missions, aller rencontrer des élèves, discuter avec eux, faire des ateliers, des choses comme ça. Je sais qu'il y a beaucoup d'associations qui le font déjà. Avec qui aussi, je suis rentrée en contact, avec qui on va travailler. Mais du coup, là, très récemment, il m'a répondu et on va se rencontrer dans 2 semaines et commencer à voir ce qu'on peut faire. Donc ça avance et puis ça a déjà commencé à infuser parce que je voudrais vous faire écouter sur le compte du président de la République, Brigitte Macron, sur le harcèlement scolaire. Je suis rongée par la tristesse. Une certaine neurasthénie s'est emparée de moi et tous les jours je pleure. Je pleure parce que je suis seule, triste, accablée. Parfois même, je me demande qu'en serait-il si je disparaissais. Manquerais-je réellement à qui que ce soit ? Je ne me supporte plus. Je sens mon corps et mon esprit se recroqueviller sur eux-mêmes. Et la seule chose dont j'ai envie, c'est de partir, de m'enfuir loin, dans un endroit où Internet n'existe pas, un endroit où je serai sereine, un endroit où je pourrais m'évader, et ce, pour toujours. Brigitte Macron, lisant donc la lettre bouleversante d'une jeune élève de 16 ans victime de harcèlement scolaire, vous pourriez appeler aussi peut-être Brigitte Macron, là où il y a
Il y a un point commun entre les deux? Complètement, avec plaisir. Moi, je suis pas là pour faire du showbiz, en tout cas autour de ce sujet-là. Je veux surtout agir, donc que ça soit avec Brigitte Macron, avec la plus petite association qui essaye de faire bouger les choses. C'est important pour moi parce qu'on est sur le point de rentrer dans une nouvelle ère. On est rentré dans une nouvelle ère du harcèlement scolaire où il existe aussi du coup en ligne le soir. Là où moi, par exemple, quand je l'ai vécu, et c'était il n'y a pas si longtemps que ça, quand je rentrais chez moi, je retrouvais mon cocon familial et je retrouvais cette sérénité un petit peu que les élèves n'ont plus. Parce que quand ils rentrent chez eux, ils vont sur le groupe WhatsApp de la classe ou Snapchat ou Facebook ou peu importe, et les gens continuent d'insulter et les insultes grossissent et des fois dépassent même les frontières de juste l'école et ça en devient trop. Donc il faut que ça cesse. Vous avez beaucoup souffert donc à l'école. Vous avez souffert ensuite en devenant une star, en vous exposant de critiques, souvent d'insultes. Est-ce que c'est encore le cas aujourd'hui? Est-ce que vous regardez ou est-ce que vous mettez ça définitivement de côté? Moi, je mets ça de côté. Personnellement, aujourd'hui, je m'en fous royalement. Je n'hésite pas à répondre à un ou deux idiots quand bon me semble, quand j'en ai envie un petit peu. Mais ça m'attriste beaucoup moins qu'avant. C'est vrai que c'était très, 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 très dur la première année, surtout les premiers mois d'exposition, parce que c'était des personnalités publiques comme des anonymes qui ont beaucoup parlé de ma perruque et de mon apparence et de qui j'étais. Là, aujourd'hui, ça existe encore, mais j'arrive à passer outre. Vous suivez, vous avez été amusé par la façon dont Julien Doré, de temps en temps, il met 2 claques à des gens qui le harcèlent sur Twitter. Rire. Il est super Il est doué. très drôle, ouais, c'est vrai. Il est très drôle sur les réseaux sociaux, il est assuré. Moi, des fois, je me rappelle que l'année dernière, quand j'osais pas du tout leur répondre, je lisais ses tweets et je disais, si seulement je pouvais avoir cette force-là. Parce que c'est très marrant et donc maintenant, j'hésite pas. Ce qui se passe aussi, c'est qu'au tout début, les premières critiques qui sont arrivées sur Bilal, et je parle là du très grand public évidemment, puisqu'il était sur YouTube déjà depuis des années, et on sait que sur YouTube, les gens ne sont pas particulièrement tendres, mais à partir du moment où il y avait cette histoire d'Eurovision qui était en cours, beaucoup de gens parlaient de lui simplement en l'ayant vu, ne sachant pas qui il était et ce qu'il faisait. Et je pense que ces attaques-là, elles sont terribles parce qu'elles sont très injustes, parce que finalement, des gens qui critiquent un chanteur sans jamais l'avoir entendu chanter, on est quand même chez les fous. Et là, en 1 an et demi, il a sorti 2 albums, il a fait une tournée, il a maintenant à répondre puisqu'il a déjà montré ce qu'il savait faire. Vous avez une légitimité peut-être que Bien vous sûr. n'aviez pas à l'époque, c'est ça que J'avais beaucoup moins à l'époque, malgré mon passé, malgré mes études au conservatoire, les chansons que j'avais déjà écrites, que j'avais déjà mis en ligne. Les gens avaient complètement mis ça de côté. Et c'est vrai que je me trouvais illégitime au début de ma carrière. J'étais là, qu'est-ce que je fais là? Tout le monde dit que je ne devrais pas. Et après, je me suis direct, j'ai fait, bon, Bilal, tu vas te bouger, tu as le talent, tu as ce qu'il faut. Et vous vous n'êtes pas dit à un moment, bon, je vais apparaître sans perruque, sans maquillage et juste faire écouter mes chansons, ma musique, et on verra ce que ça donne. Donc vous vous êtes dit, moi, ces perruques, ce maquillage, ça fait partie de moi? C'était trop simple de leur donner ça et on me l'a souvent suggéré d'enlever ma perruque et de faire quelque chose d'extrêmement sobre, un album folk avec un chapeau. Pourquoi vous ne montrez pas la moustache que vous avez en La moustache que j'ai en réalité. Alors, ça fait entièrement partie de moi, cette apparence. C'est comme les belles boucles de Julien Doré ou qu'importe. Mais... Ou la houppette de Gérard? Oui. Piano. Mais enfin bon, chacun. Mais en réalité, ça fait partie de moi. C'est pas un artifice, c'est pas en plus. C'est juste dans mon art, il y a ce look, il y a des fringues, il y a des cheveux, il y a du maquillage. Et je sais que si on tend l'oreille, on peut très très bien entendre. Et si on regarde bien, on peut très bien voir le talent dans ce que je fais. Il faut être capable de passer... Qui sont les ancêtres de Bilal Hassani, les ancêtres artistiques? On pense à David Bowie, mais il y en a peut-être d'autres. Il y a David Bowie, il y a Freddie Mercury, il y a Michael Jackson aussi, qui était un peu le roi de la métamorphose et qui travaillait très très bien ses airs par album. C'est une grosse inspiration pour moi. Ensuite, il y a toutes les marraines du R&B des années 90, comme Mariah Carey, Whitney Houston, Toni Braxton. C'était des voix que j'écoutais beaucoup petit. Et plus récemment, je dirais évidemment Lady Gaga, qui m'a beaucoup inspirée, moi que j'ai découvert quand j'avais 9 ans, du coup, et qui m'avait scotché. Et Dalila?
Et Dalida. Ah. Dalida Dalida est une très très grande inspiration pour moi. Je me rappelle de la boutique de prêt-à-porter de ma tante au Maroc où je l'assistais. Elle vendait des fringues pour femmes et moi j'allais conseiller les clientes toute la journée quand j'avais 6-7 ans. Et il y avait une télé au fond de cette boutique où ma tante diffusait les clips de Dalida toute la journée. Et donc je conseillais des femmes pour s'habiller et je regardais au fond toute la journée. Il y avait ces belles boucles dorées, les beaux cheveux de Dalida. Et je m'inspire énormément d'elle, de ses chansons, de son parcours. Voilà, je vais souvent devant le buste et je pleure ou je ris. Ou À je Montmartre. raconte... À Montmartre, oui. J'y vais très très souvent la nuit, il ne faut pas le dire, mais je m'assois sur le banc juste en face et je parle des fois à Dalida. Bon, vous ne manquez pas de nous surprendre à chaque fois, j'adore.